to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content de recevoir aujourd'hui Louis Daubresse et de le remercier pour une patience incroyable parce que cette émission aurait dû se faire depuis un certain temps et oui, comme d'habitude, hein, c'est toujours de ma faute et donc je le remercie pour ça. Et il est là parce que un livre, Silence avec un S entre parenthèses, dans le cinéma contemporain, sous-titre Histoire et esthétique. C'est édité, chez nos amis de Presse universitaire de Septentrion. Si, dans le descriptif vidéo, si vous avez envie de vous procurer le livre, vous avez le lien, vous cliquez dessus et ça vous renverra directement à la page dédiée, du livre et l'auteur donc Louis Daubresse est là pour nous en parler. Je suis vraiment très content. Comment allez-vous? Bah, écoutez, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Dernièrement, ça a été plutôt des jours sans, mais on a fait avec. Mais toujours est-il que je suis très très heureux, moi aussi, de pouvoir participer à l'émission Microciné que j'ai pris pour habitude de suivre depuis un certain temps déjà et que j'ai beaucoup de plaisir à écouter durant mes trajets en voiture, durant mes déplacements en transport en commun ou durant simplement mes randonnées en forêt. Donc, votre voix m'est très très familière, Samir, et donc c'est un honneur pour moi de pouvoir y participer. Et, en plus de ça, présenter un livre qui me tenait à cœur depuis longtemps maintenant et qui a pris un temps considérable à pouvoir se concrétiser. Mais toujours est-il que il faut savoir faire preuve de persévérance. Voilà, cette émission, elle a été repoussée à plusieurs reprises. Ça fait partie des aléas de la vie, mais il faut absolument pas baisser les bras et c'est un des enseignements que j'ai pu tirer à la suite de l'édition définitive de cet ouvrage, c'est qu'il faut jamais abandonner, il faut jamais croire un moment, que les choses seraient perdues et que comment dire ça, elle n'aurait pas la possibilité d'aboutir. Il faut faire preuve de mental, il faut faire preuve de ténacité, de pugnacité, mais tout vient à un point acquis, c'est attendre. Du moins, c'est ce que j'espère, et c'est un mantra que je que j'utilise en permanence pour arriver à mener à bien des projets dont celui de cet ouvrage. Mais votre question très bienveillante, j'ai presque envie de vous la retourner. Vous, comment allez-vous? Oh! Eh bien, vous savez que c'est la première fois qu'on me la pose, cette question. Je pense, j'ai dû faire 790 émissions. C'est la première fois qu'on me pose cette question de cette manière-là et bah, écoutez, quand je fais des émissions, je vais bien. D'accord. Voilà. Bon, bah, si c'est un plaisir pour vous, ça l'est également pour moi. Bon, page 11, donc l'avant-propos, vous Mm. il y a un extrait que j'aimerais bien lire. Ça va nous permettre, je pense, ça va vous permettre, je pense, de nous expliquer, pourquoi ce livre, pourquoi il était logique et cohérent que ce livre soit là, qu'il existe. Alors c'est page 11, c'est vraiment un petit extrait, hein. Vous écrivez: «L'idée d'étudier les représentations du silence au cinéma est aussi venue d'une inclination qui se cristallisait dans des films où je croyais entendre véritablement le silence. Une violente émotion de spectateur se trouvait donc en amont de ma réflexion. L'énigme que constituait et que constitue toujours la puissance du silence dans un certain nombre de films contemporains, depuis Theo Angelopoulos jusqu'à Sharunas Bartas, eh bien, ce silence semblait également accompagner l'interrogation des réalisateurs sur l'état du monde. C'était donc une question intime, un rapport affectif avec ces séquences ou avec ces personnages qui me guidaient. Je voulais réfléchir aux sensations qui se faufilaient en moi durant ces expériences cinématographiques et proposer une écriture sensible à partir d'un terrain formel. Mon travail pourrait donc se résumer en une tentative de percer un secret, quelque chose qui m'échappe, mais qui est de l'ordre de l'empathie personnelle. J'ai donc entrepris une égo-histoire du cinéma, histoire de ma relation personnelle et sensorielle au cinéma, en n'hésitant jamais à utiliser mes goûts comme critère de choix dans la composition du corpus de film et en assumant ma propre cinéphilie. Nous en parlerons un peu plus tard du corpus de film.
nous parlerons aussi un peu de ce fameux secret, mais je choisis cet extrait parce que il est alors, avant cela, vous expliquez avec beaucoup plus de subjectivité d'où vous venez, mais j'ai choisi cet extrait parce qu'il mêle les 2. C'est-à-dire que, votre subjectivité va servir à, questionner, un corpus lié au cinéma et donc à créer ce livre. Et j'avais envie de, non pas de vous poser la question, la genèse du livre, mais juste que cette question finalement, ça soit cette lecture de cet extrait et de vous laisser, je pense continuer, prolonger, nous expliquer un peu, qu'est-ce qui fait que le livre pourquoi le livre existe? Mmh. Bon, déjà, c'est un extrait que vous avez cité qui est plus long que ce que j'imaginais. Finalement, il constitue tout le deuxième paragraphe de l'avant-propos. Et j'essaye de, comment dire, par cet avant-propos et plus particulièrement aussi par ce passage, de prendre les lecteurs et les lectrices par la main, de leur préciser un petit peu qui je suis, d'où même je viens, moi-même d'où je viens, savoir qui se cache finalement derrière l'ouvrage, euh, quelle est la démarche de l'auteur et comment dire, ce qui le motive en son fort intérieur. Et pour moi, c'était très très important que les lectrices et les lecteurs sachent à peu près à qui ils ont affaire, et je voulais pas que ces pages apparaissent anonymes et qu'il y ait trop de distance euh, entre l'écrivain et les lignes qu'il a lui-même rédigées. Voilà, donc je voulais saisir immédiatement les lecteurs et les lectrices et les engager dans cette enquête que j'effectue, qui m'a pris quand même pas mal d'années et qui, comment dire, a comme point d'origine effectivement quelques films qui avaient suscité chez moi une très très vive réaction. Je dirais qu'il y a eu comme ça trois, quatre réalisateurs euh, pour lesquels j'avais un certain goût et pour lesquels j'éprouvais une certaine fascination avouée. Il y avait Charinas Bartas, hein, Mmh. euh, euh, avec notamment Fear of Us. Et je Mmh. pense que d'ailleurs, il s'agit du film qui a été vraiment l'élément déclencheur de ma réflexion, qui a découlé par la suite et qui m'a amené à envisager de faire une thèse sur le silence, parce qu'à la base, l'ouvrage était une thèse de doctorat en études cinématographiques et audiovisuelles, que j'ai très légèrement remanié d'ailleurs. La structure de l'ouvrage reprend telle quelle celle de la thèse, et finalement, ce sont qu'au fil des pages que j'ai procédé à des petites modifications, généralement à des améliorations, mais également à des actualisations, puisque la thèse, elle date de 2018, et j'ai rendu le manuscrit définitif de l'ouvrage l'an dernier. J'avais fait pas mal de lectures. Entre-temps, il y avait eu quelques films qui auraient pu s'intégrer au corpus, hein, qui étaient sortis au cinéma, ou des films que j'avais eu l'occasion de découvrir. J'ai pas pu en faire des analyses prolongées de peur de déséquilibrer l'ensemble de l'ouvrage, parce que je trouvais qu'il se tenait assez bien tel quel avec les différentes analyses et la place des différents pans de l'histoire du cinéma que j'y intègre, mais toujours est-il que par le biais de notes de bas de page, par le biais comme ça de petites parenthèses, je les référence. Voilà. Mais voilà, il y a forcément un rapport affectif que je mets en avant. J'essaye aussi de ne pas me laisser trop déborder par ce lien immédiat et étroit que j'ai par rapport au film. Et j'ai essayé quand même à certains moments de revenir à des éléments plus théoriques pour essayer de glosser autour de ces films-là. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de paradoxe à parler du silence. Euh, Finalement, on aurait pu tout à fait faire cette émission dans le silence le plus complet, mais pourtant on a besoin de mots, on a besoin de recourir au langage verbal pour réussir à définir ce qu'est le silence et pour pouvoir observer la place qu'il peut occuper dans le cinéma.
Et j'ai envie de dire que le silence, et c'est très très personnel, et je crois le suggérer dans l'avant-propos, Mmh. silence, c'est le son dans lequel je me sens le plus à l'aise, et c'est un son qui m'occupe dans mon quotidien. C'est un son que je ne cesse d'écouter. C'est un son qui, par ailleurs, s'impose d'une certaine façon à moi, pour la bonne et simple raison, et je le dis tout de suite, hein, c'est que étant porteur d'un appareil auditif, qui me permet de pouvoir être en lien avec mon environnement sonore, à partir du moment où j'enlève cet appareil auditif, où je l'éteins, je me retrouve dans un silence complet, un silence catégorique, mais c'est un silence dans lequel j'ai toujours eu l'habitude de baigner et qui me déstabilise pas, qui me désempare pas. Et parfois, j'ai besoin de me retrouver dans ce silence-là pour pouvoir être dans un état de concentration, pour pouvoir avoir un moment aussi de respiration et pouvoir me retrouver face à moi-même, ou pour pouvoir m'immerger dans des lectures ou dans des exercices de rédaction. Et ce silence-là m'accompagne. Le livre, attention, je conseille de le lire dans le silence, hein, mais ça n'est pas forcément indispensable, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, le silence, voilà, j'ai envie de dire que il m'habite naturellement du fait de ma particularité euh, physiologique, psychoacoustique. Et par ailleurs, je me rends compte que le silence, quand même, il est de plus en plus recherché dans nos sociétés contemporaines. Et là, je les cite pas tous, mais il y a énormément d'ouvrages qui sont parus récemment autour de la question du silence, des ouvrages euh, dans une approche historiographique, des ouvrages d'ordre anthropologique, mais en tout cas des ouvrages qui eux aussi appellent à l'urgence d'en revenir à un silence qui devient de plus en plus nécessaire, un silence d'ordre environnementaliste et qui sert de refuge, d'échappatoire comment dire, face à l'urbanisation, face à la densification, face à la déforestation, face au changement climatique, face comment dire, à l'effervescence informationnelle dans laquelle on baigne en permanence, à tel point qu'on en oublie parfois d'écouter activement le silence, et on oublie le fait que le silence a énormément de choses à nous dire. Il ne faut pas croire que le silence reviendrait à une forme d'ignorance, à une forme de négation. Le silence, il, euh, il est révélateur. Il révèle énormément. On ne se rend pas compte parce qu'on a oublié justement d'y prêter l'oreille. Voilà. Donc, il y a eu comme ça, je reviens au réalisateur, il y a eu Charinas Bartas, mais il y a également Théo Angelopoulos. Et d'ailleurs, pour l'anecdote à ce propos, c'est que il y a une anecdote, c'est que Théo Angelopoulos, j'ai découvert ses films, en tout cas certains de ses films, sans avoir la possibilité de les voir avec un sous-titrage français. Mais du coup, j'étais concentré sur le pouvoir de l'image cinématographique chez Angelopoulos, sachant que ces films étaient tournés en grec et que je ne parle absolument pas grec, hein. Et voilà, j'ai pensé les retombées audio, les retombées visuelles dans le cinéma d'Angelopoulos, et ça m'a amené par la suite à penser justement aux conséquences visuelles qui, comment dire, qui sont le fruit de l'installation, de l'instauration d'un silence cinématographique, hein. Quand il y a un silence en tant qu'événement sonore qui se produit dans un film, forcément, hein, on va avoir des conséquences sur ce qui se produit à l'image. Et du coup, notre pouvoir de concentration sur ce qui se déroule à l'image, il en est amplifié, il en est accentué. C'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai regardé pour la première fois certains films de Théo Angelopoulos en version originale ou sous-titrée, et j'ai appris par la suite que lui-même, durant son parcours en tant que cinéphile, il avait eu l'occasion de voir à la Cinémathèque française des films japonais, notamment des films de Mizoguchi, qui eux-mêmes avaient été diffusés sans sous-titres.
Du coup, il était également dans cette expérience-là directe par rapport à l'image. Mais lui, et en tout cas, c'est valable surtout pour moi, même si je ne comprenais pas les paroles, j'ai essayé comme ça de capter dans la bande sonore des films d'Angelopoulos, et je suppose qu'Angelopoulos faisait de même pour les films de Mizoguchi, capter des détails sonores qui permettent de pallier au manque de compréhension des situations narratives. De toute façon, ça n'est pas forcément le plus important de comprendre les ressorts scénaristiques et les différents événements. Euh, En plus de ça, on les devine assez facilement, assez aisément. J'ai été frappé d'ailleurs d'apprendre de la part de personnes sourdes, profondes, hein, qui regardaient des films sans avoir de sous-titrage. J'ai été frappé par leur capacité d'attention et leur facilité, leur aisance de compréhension des événements qui se produisent dans le film euh, sans même avoir les éléments nécessaires au niveau de la bande sonore. Et ces mêmes personnes me disaient que quand elles revoyaient le film avec un sous-titrage euh, en français ou un sous-titrage pour sourds et malentendants, il y avait une partie de l'aura et de la force même du film qui leur échappait complètement. Qui leur, voilà, il y avait cette puissance propre qui se perdait, qui se dissipait du fait qu'il y avait des éléments explicatifs supplémentaires qui leur étaient apportés et qui leur étaient qui leur étaient mis entre les mains. Le troisième cinéaste, c'est Tarkovsky. Euh, Forcément, je pense que pour beaucoup de cinéphiles, Tarkovsky a été, comment dire, a été une porte à franchir et qui leur a ouvert sur un univers où des mystères, des secrets se trouvent derrière chaque recoin des décors, derrière chaque fenêtre, derrière chaque porte, derrière chaque arbre. C'est valable hein, vraiment dans la plupart des films de Tarkovsky. Puis là aussi, j'ai eu une expérience personnelle. Euh, Quand je suis allé voir Stalker, qui passait à Paris, à Saint-André-des-Arts, j'avais alors 17 ans. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai eu un problème avec mon appareil auditif et j'ai été obligé de l'enlever parce qu'il était en panne. Mais du coup, je faisais face au film sans avoir la possibilité de pouvoir entendre sa bande sonore. Mais il n'empêche que devant Stalker, malgré cette déficience sonore, ça m'a pas empêché d'être complètement et définitivement immergé à l'intérieur du film. Et quand j'ai pu le revoir, mais cette fois-ci en pouvant aussi euh, m'accompagner de la bande sonore, j'étais quand même saisi par des moments, certes assez courts, mais des moments où le silence peut se faire entendre d'une manière insoupçonnée, mais alors d'une manière prodigieuse. Et c'est valable aussi pour d'autres films de Tarkovsky. Voilà. Donc il y avait ces trois cinéastes-là qui étaient au cœur de ma réflexion globale. On peut y ajouter également Béla Tarr, qui est venu aussi, même si finalement la place de Béla Tarr, elle s'est beaucoup réduite hein, au moment où j'ai écrit, le texte final de l'ouvrage. Voilà. À partir de ces quatre cinéastes-là, à la base, l'idée, c'était de faire un ouvrage sur la manière dont ils gèrent ces moments de silence et sur les analogies, les similitudes qu'il peut y avoir entre eux. Et après, j'ai ouvert progressivement mon corpus à d'autres cinéastes qui appartiennent à ce contemporain soustractif que j'évoque dans la deuxième partie de l'ouvrage, selon la définition qu'on a fait en tonifiant cette idée d'un cinéma qui revient à un état minimal des choses, euh, qui revient à une forme d'essentialité. On a un peu moins d'action, moins de mise en scène, moins de montage, moins de musique, moins de paroles. Du coup, on en revient à un cinéma dépouillé, du coup, un cinéma qui s'en trouve épuré comment dire, en porte-à-faux par rapport à un cinéma davantage impur. Et donc, ce cinéma contemporain soustractif, hein, voilà, je le pense au cœur de ma seconde partie, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'en contenter et que c'était important comme ça de revenir à comment dire, à une histoire du silence au cinéma, même si
évidemment, je suis loin d'être exhaustif, hein, et j'ai dû poser un certain nombre de limites, d'où le fait que je ne fasse pas une histoire complète comment dire, des manifestations du silence au Mmh. cinéma. Je m'en tiens en contemporain, mais par des mouvements rétrospectifs, je vais chercher aussi des éléments de réflexion dans un cinéma qui n'est plus tout à fait classique, mais qui est déjà habité par une certaine forme de modernité. Je vais chercher des éléments aussi dans un certain cinéma mainstream, où la question de la subjectivité du silence peut comme ça servir au niveau formel, dans certains films qui portent sur la condition sourde ou sur la condition mutique. Je vais chercher aussi des pistes dans la modernité cinématographique qui, je le pense, fondamentalement a été déterminante pour l'avènement de ce cinéma contemporain soustractif qui n'aurait pas pu se mettre en place s'il n'y avait pas eu comme ça auparavant ces auteurs issus de la première modernité après la Seconde Guerre mondiale. Et je pense à Robert Bresson, je pense à Michelangelo Antonioni, je pense à Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, et je pense à Marguerite Duras, dont je parle dans le troisième chapitre de l'ouvrage. Voilà. Donc, finalement, ma démarche, euh, comment dire, la chronologie de ma démarche ne se retrouve pas telle quelle dans l'ouvrage. Finalement, la première partie de ma démarche, étudier les quatre cinéastes en question, se place dans un second mouvement, et ensuite, par effet rétrospectif, on a comme ça ces corpus cinématographiques qui vont permettre d'éclairer davantage les œuvres cinématographiques qu'il est parfois très très difficile de comprendre, qui sont celles de Charinas Bartas, entre autres. Et je sais que le secret de ces films-là, on ne pourra jamais en venir à bout, et c'est valable aussi pour le cinéma d'André Tarkovsky. On peut tenter en permanence de gloser encore, 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 et voilà, d'en débattre. Il y aura toujours, comment dire, il y aura toujours une partie du mystère qui nous échappera définitivement. Il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas en venir à bout, et il faut accepter justement qu'il y a un certain nombre de choses qui passent dans ces films-là et qui, comment dire, et qui sont vouées à ne pas être résolues, et sur lesquelles il n'y a que le silence qui pourra leur rendre justice. Pourquoi par rapport au corpus, Mm. de films, qui vous aident à questionner, à poser des questions et donc à dessiner, des pistes de réflexion. Pourquoi ce corpus, sauf erreur de ma part, pardon, hem, est beaucoup plus composé d'œuvres de fiction que d'œuvres documentaires? Bon. Alors, je crois avoir précisé dans l'introduction à ce propos pourquoi j'ai choisi de me concentrer sur les fictions plutôt que sur les documentaires. Voilà, ce sur quoi porter mon attention. Bon, déjà, de toute façon, je pouvais pas j'étais obligé de faire des choix, de faire des sélections, et il me semblait justement que penser le silence dans un cadre fictionnel permettait de réfléchir à la manière dont le silence pouvait être remis en scène, pouvait être reconfiguré sur les plateaux de tournage, alors parfois aussi capté en son direct, comme c'est le cas chez Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, qui prélèvent comme ça des paysages visuels et sonores tels quels, sans chercher à tricher, sans chercher à feinter, sans chercher à simuler quoi que ce soit. Et donc le silence qu'on entend dans certains films de Straub et Huillet est Mmh. un silence véritable. Donc il y a quelque part là déjà une démarche documentarisante. Et je pense aussi à Fear of Us de Charinas Bartas. Ça n'est pas du documentaire. Et tout de même, je sais que beaucoup de gens ont été embarrassés par le fait que dans ce film-là, le réalisateur ne se décide pas immédiatement pour le documentaire et la fiction, et le film, comment dire, s'installe euh, dans un certain laps de temps et dans un certain univers où il y a des éléments qui sont forcément
de l'ordre du documentaire, d'autant plus que parfois Charminas Bartas laissait sa caméra tourner sans forcément chercher à interagir avec les protagonistes qui se trouvaient dans le champ de la caméra. Donc il y a quand même des éléments relatifs au documentaire qu'on peut comme ça retrouver dans certains films. Je pense aussi à Ojoch de Pedro Costa, dont Ah oui. Mm. on parlera, si vous voulez, on parlera de la couverture parce que c'est Oui. une couverture qui n'a pas été choisie par hasard, loin de là. Exactement. Voilà. Oui, pardonnez-moi, je ne l'ai pas montré au début de l'émission. Je viens de me rendre compte que j'ai survolé. J'en suis Voilà. désolé, mais c'est vrai qu'il faut. On en parlera. On en parlera. Ouais, on en parlera. Mais ce que je voulais juste dire aussi, c'est que justement dans ce film, les personnages, notamment de Wanda, d'une certaine façon, jouent un rôle similaire à celui dans, qu'elles o- qu'ils occupent ou qu'elles occupent dans leur réalité ordinaire. Voilà, donc il y a comme ça une limite qui est très très poreuse finalement et qui tend à se dissoudre entre fiction et documentaire dans un certain nombre des films qui appartiennent aux contemporains soustractifs, aux contemporains minimalistes, aux contemporains raréfiants. Et c'est aussi le cas pour les films de Lisandro Alonso. Et d'ailleurs, on est assez désemparé parce qu'on ne sait jamais vraiment où se donner de la tête et on ne sait jamais vraiment comment les interpréter parce qu'on a l'impression qu'il y a une vérité immédiate qui rejaillit de ces films-là. Voilà. Mais évidemment qu'il y aurait eu beaucoup à dire sur des démarches de la part de cinéastes qui se placent vraiment du côté du documentaire. Je pense à Wang Bing avec L'homme sans nom, où il filme un individu totalement anonyme dans une campagne reculée de Chine, un individu qui ne s'exprime pas, qui ne communique pas, et non seulement le personnage là, filmé, enfin l'individu filmé est mutique, mais l'environnement est également particulièrement taiseux. En tout cas, on n'a pas la moindre parole, mais c'est dans une autre perspective que se placent ces réalisateurs dans le domaine du documentaire. Et je renie absolument pas le silence dans le domaine documentaire, mais c'est simplement qu'il fallait à un moment donné se décider sur une posture, et ma posture a été la suivante, à savoir comment ce silence peut être conscientisé, peut avoir été défini au préalable et peut être du coup d'une certaine façon à la fois fabriqué en même temps capté, et on a comme ça un mix qui crée une certaine forme d'ambiguïté, mais qui enrichit véritablement le film. Alors, permettez-moi juste de nommer les deux parties ainsi que les chapitres. C'est très important pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent comment vous avez construit, comment vous avez abordé la thématique, enfin, ce sujet qui est le silence dans toutes ses déclinaisons. Alors, après un avant-propos et une introduction générale, donc la première partie s'intitule Passage au pluriel du silence. Dans cette première partie, il y a un premier chapitre, la fonction narrative du silence dans le cinéma de genre, et vous prenez comme corpus 3 films: Le Cercle Rouge, Il était une fois dans l'Ouest et 2001, L'Odyssée de l'espace. Le chapitre 2 s'intitule Subjectivité du silence, expérience partagée avec les personnages. On va certainement en parler. Troisième chapitre, la modernité cinématographique à l'épreuve du silence. Bon, la deuxième partie s'intitule Le silence ou l'état du monde. Vous l'évoquiez un petit peu au début de l'émission. Là, le chapitre 4, l'impuissance muette ou puissance muette. Chapitre 5, les silences du dedans et du dehors. Chapitre 6, du rituel au gestuel silencieux. Et il y a une conclusion de partie qui s'intitule La communauté de ceux qui n'ont pas de communauté, en plus d'une conclusion générale et d'une bibliographie. Vous savez, moi, dans mes émissions, quand je reçois un écrivain ou une écrivaine, j'adore poser la question sur la cuisine interne. Moi, ça me passionne beaucoup parce que c'est comme si je demandais à un cinéaste, une cinéaste, de me parler de sa mise en scène. Comment vous avez défini cette construction, cette architecture qui compose votre livre? Alors, comme je l'avais déjà suggéré juste avant, hein, d'une certaine façon, j'avais commencé par la seconde partie. Elle n'était pas forcément mise en forme telle quelle au préalable, mais j'avais commencé par tenter des analyses des films
d'Angelopoulos, de Tarkovsky, de Bartas. Bon, après ça, je réfléchissais à, comment dire, à ma propre culture cinématographique et j'essayais aussi, en échangeant avec un certain nombre de personnes, de penser le silence dans des œuvres antérieures. Et ça m'a paru évident qu'il fallait, dans le premier chapitre, aborder des films qui sont à la lisière entre le classique et le moderne. Et il se trouve que finalement, ce premier chapitre, d'ailleurs, c'est le premier que j'ai écrit tel quel, de A à Z. Euh, Mmh. Ce premier chapitre résume un petit peu le déroulement programmatique que je propose dans la suite de l'ouvrage. C'est-à-dire que on trouve à l'intérieur des séquences analysées du Cercle Rouge, de Melville, d'Il était une fois dans l'Ouest de Léon et de Millions de l'espace de Kubrick, on retrouve comme toutes les configurations, mais tous les dispositifs silencieux qui vont nous suivre dans la suite de l'ouvrage. On a des lieux désertés ou désaffectés, on a des personnages marginaux et mutiques, on a également des gestes déterminants et sur lesquels le spectateur et la spectatrice vont focaliser leur attention. On a aussi parfois comme ça des éléments sonores qui persistent et qui insistent euh, dans ce silence ambiant qui n'est pas tout à fait radical. C'est un silence habité, c'est un silence qui peut être plus ou moins relatif, mais ça reste quand même un silence conséquent. Et dans 2000 ans de l'espace, il atteint sa forme absolue. Et là, il passe aussi par un point d'écoute subjectif, celui des cosmonautes, et qui ont la possibilité d'entendre quoi que ce soit par ce silence de l'infini. Et voilà, la question de la subjectivité de l'écoute, elle est déjà en germe dans le chapitre 1. Après, je la redéveloppe de manière beaucoup plus conséquente dans le chapitre 2. Le chapitre 1 parle aussi d'une certaine façon des écritures du silence. Et c'est ce qui va se passer dans la modernité cinématographique. On va remettre véritablement en jeu le silence en l'opposant frontalement et violemment à la parole. Et puis, dans la deuxième partie de l'ouvrage, je reviens aux mêmes enjeux esthétiques que ceux que j'aborde dans le chapitre 1, à savoir la ritualisation, la gestualité, la marginalisation, la spatio-temporalité du silence, les lieux de silence, entre autres. Voilà. Et donc, c'est comme ça que l'ouvrage plutôt auparavant la thèse s'est mis progressivement en place, évidemment avec un certain nombre de réductions. À la base, le chapitre 3 sur la modernité cinématographique, il faisait, je crois, 250 pages. Et ensuite, j'ai élagué énormément et j'ai réduit, mais il y avait quantité d'informations, quantité d'ouvrages qui avaient déjà été consacrés aux différents auteurs et que je ne voulais pas ignorer, mais voilà, il fallait faire de l'élagage, il fallait raboter. Et voilà, moi j'aime bien proposer un résultat final qui soit le plus concis possible. Il y a un moment, et si j'ai bien compris, vous dites que, hem, lorsque lorsque le silence devient un véritable enjeu, je vous cite esthético-éthique, donc c'est-à-dire le cinéma, contemporain, est-ce que ça se traduit aussi par, une manière de porter à un niveau supérieur le degré d'attention du spectateur? C'est là est-ce que les 2 se rejoignent? Le degré d'attention du Ouais. spectateur est Et les enjeux esthético-éthiques lorsque le silence devient un enjeu, un véritable enjeu esthético éthique, ça se traduit par plusieurs choses, dont le fait que, le spectateur joue un rôle encore plus important. ouais. Mais le spectateur, d'une certaine façon, il est responsabilisé hein, quand il a affaire à ces moments de silence. On lui donne aucune clé, on ne lui donne strictement aucune indication. Et c'est à lui
de se débrouiller un peu comme il le veut, comme il le peut. Il peut choisir aussi de prendre ses distances et il peut aussi décider de tout rejeter en bloc, hein. Euh, c'est à lui de prendre l'initiative, euh, de tendre l'oreille vers ces silences-là et d'essayer de comprendre ce qui peut se glisser, ce qui peut être suggéré derrière ces silences pour ensuite construire son propre discours interprétatif. Mais finalement, je m'en étais pas rendu compte forcément au début, c'était pas forcément mon intention, mais il y a Mmh. toujours quelque chose de l'ordre de l'éthique, hein, et même du politique derrière les manifestations du silence, parce que le silence forcément interroge notre rapport au monde et notre place dans notre environnement. Et du coup, le spectateur, il revient à sa condition de spectateur face à un film euh, qu'il comment dire, auquel il doit faire face. Et c'est à lui, après, d'essayer de repérer un certain nombre de détails dans des séquences silencieuses. C'est à lui d'essayer de tendre l'oreille pour récupérer des détails sonores qui pourraient lui être utiles pour penser de manière plus globale la séquence cinématographique concernée. Mais voilà, il y a toujours l'écoute qui entre en ligne de compte, parce que le silence, ça s'écoute, ça se conçoit, mais ça s'écoute. Et c'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait que le silence, c'est avant toute chose un phénomène sonore, c'est un événement acoustique. Et voilà, après, peut-être que le non-dit, l'indicible, le suggéré, le tu, le dissimulé, le non dévoilé, ce sont des éléments symboliques qui peuvent se renvoyer au silence, mais avant toute chose, il faut que le silence il puisse être entendu. Voilà. Et si je peux me permettre, euh, il se trouve que pendant, euh, pendant toute ma réflexion, j'avais écrit en parallèle une sorte de poème autour du silence, euh, plutôt de slam. Voilà, que je vais me permettre d'énoncer très très rapidement Je vous en de prie. nos oreilles vont se tendre vers ce profond silence. Nous sommes prêts à faire entendre tout ce profond silence et nous laisser surprendre par ce profond silence. De lui, il nous faut apprendre de ce profond silence en cet endroit rabattu vers ce profond silence, le souffle suspendu pour ce profond silence. L'écoutes-tu, le perçois-tu? C'est ce profond silence. À jamais il s'est tu, lui, ce profond silence. Voilà. Tout ça pour vous dire que le silence passe par deux opérations. Il y a une opération externe, aller chercher le silence, ça ne va pas forcément de soi, mais même si on va au fin fond d'une forêt, au sommet d'une montagne, ou tout au fond d'une grotte, où il devrait y avoir un silence qui devrait pouvoir se faire entendre, on serait enveloppé de silence. Il y a une opération interne, hein, même dans ces environnements-là, il faut qu'on arrive à faire silence à l'intérieur de soi. Ça veut dire qu'il faut réussir à faire taire les ruminations, euh, réussir à faire taire toutes ces agitations qui peuvent, comment dire, se manifester à notre esprit. Il faut arriver à museler définitivement la voix de l'ego. Et même moi, quand j'essaye de faire silence à l'intérieur de moi, il y a toujours ces pensées parasitaires qui me perturbent. J'ai jamais réussi à faire taire la voix de l'ego qui continue de me murmurer des choses. Et le jour où j'arriverai vraiment à renverser cette voix de l'ego pour atteindre un silence définitif à l'intérieur de moi, je pense que j'aurai peut-être atteint la plénitude, j'aurai peut-être atteint le nirvana. J'y suis pas encore arrivé, mais c'est une quête qui va continuer, que je vais continuer de poursuivre pour le reste de mon existence. Et je suis même pas sûr de pouvoir y parvenir tout à fait, mais j'essaye. Il faut toujours essayer, il faut toujours persister. Alors, il y a plusieurs exemples
que vous mettez en valeur, que vous questionnez sur l'utilisation du silence. Et je vais juste. Il y a un moment, vous parlez de la manière que certaines cinéastes ont de filmer le mutisme. Le mutisme, par exemple, c'est un voilà, on va prendre un exemple, cet exemple-là, en l'occurrence et vous écrivez, si je vous cite: «Filmer le mutisme impose de montrer la relation, que ces personnes entretiennent avec le lieu où ils se meuvent». Et je trouvais ça c'est exactement c'est toujours comme ça dans le livre, mais c'est le fait de toujours comprendre, hem, heu, la scénographie, l'espace, de questionner ça pour aussi cerner l'utilisation du silence dans le cinéma. C'est ce silence cinématographique. Alors, justement, je parle pas tant d'espace que de lieu, parce que les espaces sont assez facilement extensibles. Les espaces peuvent facilement, comment dire, être en mouvement. Et puis, il n'y a pas, comment dire, de délimitation précise quand on parle de l'espace, hein. Donc, c'est pour ça que je préférais penser en termes de lieux. Mais il y a toujours cette question, est-ce qu'il y a des lieux qui sont naturellement aptes à accueillir en leur sein du silence, ou est-ce que des lieux, certains lieux sont silencieux parce qu'il y a des conditions au préalable, mais on peut partir du principe que n'importe quel lieu peut être susceptible d'accueillir en son sein du silence, à condition que ce silence soit respecté, soit maintenu, soit entretenu, et notamment quand il y a des lieux qui sont occupés par des humains, que ces humains acceptent de rester dans un mutisme de circonstances. Voilà. Mais finalement, le silence, il peut être dans n'importe quel lieu, mais c'est pas pour autant qu'il est respecté. Mais notamment dans la deuxième partie de l'ouvrage, je me concentre dans certains chapitres sur des lieux très très spécifiques, des lieux soit calfeutrés, comme dans The Host de Charinas Bartas, ce mémoire complètement décrépit, où il y a pourtant quand même une communauté assez importante de personnages, mais qui ont tous choisi de se taire et de garder la bouche close. Je pense aussi à ce lieu de projection cinématographique dans Goodbye Dragonin de Tsai Ming-liang. D'ailleurs, les salles de cinéma font partie de ces derniers lieux où on a un silence qui est communément respecté, communément établi. Et on n'a pas besoin de rappeler aux gens qui entrent dans une salle de cinéma qu'ils doivent impérativement rester en silence pour le bon déroulement du film, pour ne pas faire violence à la projection du film qui va être projeté sous leurs yeux. Et d'ailleurs, je pense que c'est très très important que les salles obscures puissent se maintenir et on a quand même un gros problème par rapport comment dire, au maintien et à l'avenir des salles obscures. Mais il va de soi que regarder un film chez soi euh, ne permet pas forcément d'être dans des conditions absolument silencieuses, alors qu'être dans un espace dédié, dans un lieu dédié uniquement à cet effet, permet d'être dans un lien beaucoup plus immédiat et beaucoup plus nourri par rapport au film regardé sur grand écran. On a besoin de faire silence en nous-mêmes pour pouvoir mieux écouter ce qui peut, comme ça, surgir dans notre environnement immédiat. Moi, j'ai une précision à donner, c'est que parfois, dans le cadre de cours que j'ai pu dispenser sur le silence au cinéma auprès d'étudiants de licence, en études cinématographiques, notamment Il était une fois dans l'Ouest, ou notamment la séquence finale des chiens errants du même Tsai Ming-liang, j'avais toujours des objections
Ah, mais on n'est pas dans un silence définitif. Il y a le son de la mouche qui se fait entendre, cette mouche qui bourdonne juste à côté d'un personnage qui tente de faire une sieste, ou dans Les Chiens errants. Dans cette séquence finale, on a deux personnages complètement interdits qui sont figés sur place et qui regardent vers le hors-champ. On entend quand même parfois le ronflement d'une rame de métro qui passe à quelques dizaines de mètres de là où on entend des aboiements de chiens. Oui, mais c'est vrai, c'est pas un silence complet, mais c'est parce que on est dans un silence quand même assez comment dire, assez englobant, assez épais, qu'on peut entendre des bruits très très légers, hein, des micro-bruits, des petites anecdotes sonores qu'on n'aurait pas pu entendre si on était dans des environnements sonores particulièrement marqués, où il y aurait eu énormément d'agitation. Donc voilà, il y a deux manières de toute façon globalement de faire silence au cinéma, soit un travail formel où il y a une coupure comme ça dans le continuum filmique, et ça fait souvent violence au spectateur, il est pris par le col, c'est un effet très très saisissant tout d'un coup comme ça, hop, il y a une cassure dans le continuum de la bande sonore, c'est ce sur quoi j'insiste d'ailleurs dans le chapitre 2 de l'ouvrage sur les subjectivités du silence, quand un personnage tout d'un coup perd l'audition. Et puis il y a le silence plus relatif, hein, mais qui finalement est beaucoup plus récurrent au cinéma et que je continue parfois de percevoir. Je pense par exemple à la séquence, pas la séquence d'ouverture, mais il me semble que c'est au tout début du film, le mal n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Mhm. C'est japonais qui a été tourné par Oui, Ryuki Hamaguchi, je crois, si je ne me trompe pas. c'est ça. Bah, il y a un des premiers plans où on a un long moment de silence qui est à peine compensé, qui est à peine troublé devant un chalet qui jouxte une zone forestière. Voilà. Et puis, même après avoir terminé d'écrire cet ouvrage, je continue parfois d'entendre des silences dans certains films que j'avais pas eu l'occasion de découvrir auparavant. Euh, je pense aussi à l'amour fou de Jacques Rivette, hein. Il y a des passages absolument terribles de disputes conjugales entre les deux personnages principaux joués par Bulogier et Jean-Pierre Calfon, hein, où Mhm. on a des silences, mais pour le coup qui sont particulièrement pesants et qui renvoient à la violence des disputes à l'intérieur de ce couple. Voilà. Mais il y a toujours, pour en revenir à votre question au préalable, il y a toujours ce lien indéniable entre le mutisme du personnage et le lieu. Alors parfois, il y a des lieux globalement silencieux qui n'ont pas besoin que des personnages se taisent. Je pense notamment à un certain film de Jean-Marie Straub et Daniel Millet qui échappe justement à l'anthropocentrisme, où on a simplement des paysages sans avoir la moindre présence humaine, on les entend dans leur silence de toujours et dans un silence comme on l'espère perdurera le plus longtemps possible. Et parfois, il y a des situations où on a des personnages qui sont dans un mutisme lourd de sens, mais dans des environnements sonores qui ne se sont pas forcément, pour le coup, qui ne se sont pas forcément tus. Et c'est valable justement pour la couverture de Ah, l'ouvrage à laquelle j'y reviens. Alors, c'est une couverture dont je suis très content parce que c'est celle que je voulais avoir depuis que j'ai commencé à penser à la rédaction de cet ouvrage. Donc, c'est une de mes sources de satisfaction. Je suis très content d'avoir pu réussir à faire éditer cette capture d'écran provenant de Ojosh, de Pedro Costa, pour la couverture. Alors, il y a beaucoup de, comment dire, il y a une certaine forme d'ambiguïté, une forme d'étrangeté aussi à travers cette couverture. Et il y a beaucoup de gens qui se sont qui se sont fait piéger. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, Samir. Est-ce que la main que vous voyez là, c'est celle du personnage dont on voit le visage apparaître, selon vous? non, non, du tout. C'est pas ça. Enfin, c'est une autre main. Il y a en fait, il y a deux personnes. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, ouais, tout à fait. Il y a bon, vous avez lu le livre, donc comme Alors, j'ai lu le livre et j'ai vu le film. au cours d'une page, comme je détaille un petit peu les circonstances dans lesquelles
Je connais bien l'œuvre de Pedro Costa, pardon, et j'ai déjà vu le film. Donc, D'accord, vous avez déjà vu le film. C'est vrai que voilà. quand on n'a pas vu, quand on n'a aucune information générique, Oui. ça peut être une confusion. Mais moi, ce qui me saisissait à ce moment-là, c'est l'idée que ça soit pas simplement une personne qui mette la main devant sa propre bouche, mais ça soit une tierce personne, un corps étranger qui vient mettre un corps extérieur qui vient mettre sa main devant la bouche d'une autre personne et qui l'incite à rester en silence, qui l'incite à taire un certain nombre de choses. Et je pense que le silence cinématographique, d'une certaine façon, peut se résumer à cette couverture en grande partie, c'est-à-dire qu'il y a comme ça des films où des choses pourraient être dites par la parole, des choses pourraient être soulignées aussi par l'apport musical, et pourtant elles restent tues. Et ça me fait penser à un aphorisme de Robert Bresson qui disait que euh, moins on communique par la parole, plus cela vaut. Il avait dit, hein, il le disait dans Notes sur le cinématographe, essaye de communiquer tout ce que tu peux communiquer par le silence, par le blanc, par le vide. Puis il y a cette formule anglo-saxonne très célèbre, less is more. Moins, ça permet, plus on en dit moins, plus ça permet d'être dans l'efficience et dans l'efficacité. Mais en plus de ça, si je peux me permettre, hein, par rapport à ce geste, hein, c'est un geste qu'on retrouve de manière assez récurrente. Hein. C'est un geste qui a, comment dire, une certaine charge politique, et c'est un geste que j'ai eu l'occasion de voir en de très nombreuses circonstances récemment. Je pense par exemple à Judith Godrèche au Festival de Cannes, la montée des marches pour promouvoir la projection de son court-métrage. Une fois qu'elle est arrivée au sommet des marches, elle avait mis ses deux mains devant la bouche, et c'était une façon d'exprimer le fait qu'elle avait dû pendant très longtemps taire un certain nombre de faits absolument épouvantables dont elle avait été victime, et qu'elle allait pouvoir enfin se libérer de ce silence-là, énoncer des vérités qui avaient été trop longtemps refoulées, même si c'est absolument pas le propos de mon ouvrage, mais Oui. je vois que ce geste, il continue de circuler. Je pense aussi à un autre exemple, et je crois que Samir, vous aimez bien le football, si je ne m'abuse. Ah Je ne oui. sais pas si vous avez regardé la Coupe d'Afrique des Nations et cette demi-finale qui avait opposé la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, et au moment où les hymnes nationaux avaient été chantés juste avant le match, les joueurs du Congo avaient mis la main devant la bouche et avaient simulé un flingue collé contre leur tempe pour symboliser le fait que dans leur pays actuellement, il y a des massacres épouvantables qui sont en train d'être commis dans l'indifférence généralisée, dans un silence médiatique totalement assourdissant, où il est question des réserves minières, des mines de colbate, qui, vous savez, qui servent à confectionner ces petits objets téléphoniques que l'on a. Voilà, donc le Congo, c'est vraiment le puits de l'Occident, et il y a des zones comme ça, naturelles, qui sont au centre de conflits armés entre différentes milices, entre différents groupuscules militaires. Voilà, donc les joueurs du Congo voulaient dénoncer ces atrocités, et ils l'ont fait par un geste qui est assez similaire finalement à celui que l'on voit sur la couverture du livre. Et de toute manière, dans beaucoup de régions du monde se passent des choses inimaginables et laissées dans un insupportable silence. Et par ailleurs, les dominants, les puissants, les dictateurs, ils ont tout intérêt à contraindre leur population au silence. Et du coup, cette couverture, elle a un parti pris politique. Nous ramenons à une certaine réalité, c'est qu'il y a trop d'événements graves qui passent sous silence. Mais si là, je prends le silence sous son versant négatif, hein, j'insiste quand même sur les effets régénérateurs du silence, notamment dans la conclusion de mon ouvrage, hein, avec l'idée qu'on a besoin de retrouver un silence d'ordre écologique qui est apaisant, qui est revivifiant. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de silence au singulier, hein, et que le titre de l'ouvrage, hein, c'est Silence avec comme S pluriel, au conditionnel. Il n'y a pas qu'un seul silence, mais il y a
énormément de possibilités. Il y a diverses manifestations possibles pour le silence et différentes conséquences, parfois contradictoires les unes par rapport aux autres, par rapport à ce silence. Et c'est pour ça aussi que je crois, dans la conclusion de mon ouvrage, je parle de versatilité du silence. Et c'est une expression à laquelle je tiens beaucoup parce que le silence voilà, joue énormément de rôles et voilà, ne peut pas être enfermé dans une signification qui serait univoque et qui serait figée une bonne fois pour toutes. Il y a plusieurs silences comme il y aurait plusieurs histoires du cinéma, comme disait Jean-Luc Godard. Et oui, effectivement, cette image-là, pour le coup, a une résonance très forte avec la géopolitique contemporaine que nous vivons. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas pour cette couverture. Je rappelle, plusieurs silences dans le cinéma contemporain, histoire et esthétique. C'est édité chez les presses universitaires Septentrion. Vous avez tout dans le descriptif de cette vidéo si vous voulez le procurer. Comme d'habitude, on a essayé en tout cas de raconter deux, trois choses que nous savons de ce livre, pour paraphraser encore une fois Godard, mais on a dit 0,01% de ce qu'il y a dans le livre. Donc maintenant, alors, je vous en prie. Oui, j'ajouterais, on a dit que 0,01% de ce qu'il y a dans le livre, mais moi, dans mon livre, je me dis que 0,001% de ce qu'il y a à dire sur le silence au cinéma. Et ben voilà, ça fait une belle addition, comme dirait l'autre. En tout cas, je remonte, voilà, de nouveau, tout dans le descriptif si vous voulez vous procurer le livre. Merci beaucoup, Louis, pour votre patience, d'avoir été là, d'avoir répondu à nos questions. C'était en tout cas un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, j'espère que la lecture de l'ouvrage n'aura pas été trop désagréable. Et voilà, il y aura encore énormément à dire sur le silence, mais je laisserai ça éventuellement à d'autres personnes qui auront envie de se pencher sur le sujet. Mais en tout cas, on a comme ça un champ d'exploration qui est encore à défricher et sur lequel il y aura énormément à discuter, à débattre. Et voilà, c'est peut-être là que le préambule, notre publication à venir sur le silence, qui encore une fois peut être une expression utilisable en bien des situations cinématographiques et dont on n'a pas fini de faire le tour. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez, la porte est ouverte, hein, comme je dis toujours et habituellement. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. À bientôt. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and